Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le processus d'admission dans un programme IPS. Ça risque d'être quand même long, là, pour vrai, il y a du stock à dire là-dessus. Je vais commencer tout de suite la vidéo en vous parlant de l'existence des bourses jusqu'à 60 000 du gouvernement afin d'inciter les infirmières cliniciennes à retourner aux études pour faire un programme d'IPS, une bourse de soutien aux études. Je vais vous faire une vidéo plus en détail une autre fois parce qu'actuellement, les modalités de la bourse sont en changement. Donc, je vous en parlerai pas plus que ça. Je veux juste vous dire que cette bourse-là, c'est pas compliqué de l'avoir. Il n'y a pas des critères extraordinaires pour l'avoir. Toutefois, il faut savoir que quand vous avez cette bourse-là, vous devez travailler 3 ans à temps complet pour le gouvernement. Donc, c'est un peu là, c'est ça, ça vous attache 3 ans à un emploi. Donc, ça va faire l'objet d'une vidéo une autre fois. Puis, j'aimerais ça commencer ma vidéo en vous disant, dans le fond, là, que si vous êtes un peu comme moi, puis que vous doutez de vous vous voyez pas là, comme IPS, vous vous voyez pas dans un programme de maîtrise, vous voyez plus d'autres personnes à cet endroit-là. Vous dites, ah, cette collègue-là, elle serait tellement bonne là-dedans, mais moi, je suis pas sûre. Ben, arrêtez de douter de vous, puis essayez-vous. Vous n'êtes pas la seule à avoir ce discours-là, à avoir cette pensée-là, franchement. On l'a pas mal toutes, les filles que je connais dans ma cohorte. On doute tout un peu de nous, mais dans le fond, on a notre place. Puis c'est correct, ça s'appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Mais si vous avez de l'intérêt envers le programme UPS, ben n'hésitez pas, essayez-vous. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez être refusé. C'est sûr que moi, j'ai appliqué en ayant en tête, dans ma tête, je me disais, bon, je vais me faire refuser la première année. Puis ensuite de ça, la deuxième année, quand je vais me réessayer, ben, je vais avoir une expérience dans le processus d'admission, fait que ça va m'aider. Puis finalement, ben, j'ai été acceptée dès la première fois à ma grande surprise. Mais il faut dire que je connaissais des filles que selon moi, leur CV était vraiment impressionnant pour mon œil à moi. Puis il avait été refusé, donc tu sais, j'avais pas. Tu sais, j'étais vraiment comme impressionnée par elle, là. Fait que, bon. Il y a plusieurs universités qui offrent le programme IPS. Je vous les mets toutes ici. J'ai fait un petit tableau, là, dans le fond, qui va un peu spécifier quelle université offre quelle spécialité. C'est intéressant de noter que la spécialité de première ligne est offerte à presque toutes les universités, sauf celle de Rimouski. La deuxième spécialité qui est le plus offerte dans les universités au Québec, c'est celle de santé mentale. C'est intéressant aussi de noter que l'Université McGill et l'Université du Québec en Outaouais offrent 4 spécialités sur 5, ce qui est fort. Fait que je vous laisse ça là, pour votre consultation. J'ai été voir sur chacun des sites de l'université, puis j'ai fait ce petit tableau-là. Donc, je vais vous mettre les critères qui sont requis pour être admissible un peu là, dans un programme IPS pour construire votre dossier. Euh, Là, j'aurais pas le choix de lire un peu les critères, là, je les connais pas par cœur non plus, mais moi, dans la vidéo, je vais vous les mettre là, puis on va en discuter un peu plus. Il y a certains que j'ai rien à dire, puis d'autres que j'ai des choses à dire. Comme le premier critère, j'ai rien à dire là-dessus. Le deuxième, la cote minimale, là, dans le fond, c'est de 3.0 pour la cote Z à 3.2. Euh, J'en reparlerai un peu à la fin de ce critère-là. Le critère 3, j'ai rien à dire là-dessus. Le critère 4, la connaissance suffisante de l'anglais, ben, tu sais, à part à l'Université McGill, là, où que ça va être en effet en anglais, là, j'ose croire, là, vous allez devoir avoir des connaissances en anglais, oui, pour lire des articles scientifiques. Au début, ça me faisait bien peur parce que, tu sais, moi, j'étais à l'aise avec l'anglais, mais peut-être pas autant à l'aise à faire une maîtrise en anglais. Mais, tu sais, c'est juste des articles. Puis, tu sais, la prof, elle va parler des articles en français, mais il faut que vous ayez quand même lire la matière en anglais. Puis, il y a des choses pires que ça dans la vie, là, c'est pas l'affaire qui va vraiment vous empêcher de faire ce programme-là, je pense, là. À moins que vraiment, si vous ne parlez pas anglais, là, c'est un problème, là, mais en général, tu sais, c'est pas ce qui ressort le plus dans la cohorte, là, le fait que certains articles, certaines notions soient en anglais, là, c'est vraiment pas si pire que ça. Euh, Ensuite de ça, il y a des applications qui existent là, pour faire de la traduction des documents, là, puis d'avoir juste à les lire en français finalement. Fait inquiétez-vous pas pour l'anglais, là, moi je vous dirais, là, ça devrait bien aller en somme toute. Le point numéro 5, avoir complété 3360 heures de pratique en soins infirmiers, dont 1680 heures dans la spécialité visée dans les 5 dernières années. Nous allons y revenir, mais ça, c'est pas mal pour toute l'université, là.
Il faut comprendre que les IPS, ce sont des infirmières cliniciennes qui sont expertes dans leur domaine, qui ont retourné à l'école pour approfondir leurs connaissances. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des bonnes bases la spécialité qu'on va étudier. Comme juste moi, par exemple, je pourrais pas, ça fait depuis 2014 que je suis infirmière, mais je pourrais pas appliquer en santé mentale parce que j'ai jamais travaillé en santé mentale. Fait que je peux pas approfondir quelque chose que j'ai pas vraiment des bonnes bases là-dessus. Le point numéro 6, une entrevue de sélection, c'est pas pour toute l'université. Moi, à l'Université Laval, je n'ai pas eu à en faire d'entrevue, là. Je connais une personne qui en a fait une dans une autre université, puis elle me dit dans le fond que c'était une entrevue avec à peu près 6 personnes, dont des médecins, des infirmières praticiennes, la directrice du programme de deuxième cycle, je sais pas trop c'était qui cette directrice-là, mais de l'université. Puis elle s'est fait poser environ 10 questions, puis c'était des mises en situation, là, puis des questions pour apprendre à la connaître. Fait que moi, je n'en ai pas fait, mais ça se fait. Pour le point numéro 7, la lettre de motivation, moi, j'en ai pas eu à remplir de lettre de motivation. Par contre, l'Université Laval et l'Université de Montréal ont un document qui ressemble drôlement à une lettre de motivation, mais ils vont vous poser ça sous forme de questions. Fait que, mettons, c'est tout accessible sur Internet, là. Vous pouvez aller les chercher puis les trouver. Mettons, c'est quoi votre but en tant qu'IPS? C'est quoi que vous voulez? Pourquoi vous voulez être IPS? C'est quoi vos valeurs? Puis comment que votre expérience d'infirmière clinicienne va vous aider à être dans le programme? Quand vous êtes IPS, c'est quoi vos buts là, dans votre carrière? Tout ça. Fait que en gros, c'est une lettre de motivation, mais sous forme de questions, là, franchement. Bon, le point numéro 8 puis le point numéro 9, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais le point numéro 10 sur les rapports confidentiels, moi, à l'Université Laval, c'était un rapport, pas deux. Puis, j'avais demandé à ma chef de programme de me le remplir. Elle l'avait accepté, mais elle avait dit, tu sais, tu serais peut-être mieux de demander à un collègue médecin de te le remplir parce que on était toutes les deux d'accord que moi, en GMF, là, ma chef de programme ou mon ASI ou mon AIC, je les vois pas vraiment souvent. Je suis en contact avec eux autres, puis ils s'assurent que je fais de la bonne job à distance, mais ils sont même pas dans mes milieux. Ils sont pas là, ils travaillent pas avec moi à tous les jours. Fait ma chef de programme m'a suggéré de le faire remplir par un médecin partenaire. Puis je trouvais aussi que c'était plus adéquat, là, que cette personne-là, elle sachait plus c'était quoi mes compétences puis mes capacités. Fait qu'elle pouvait vraiment en parler. Fait que c'est ça que j'ai fait personnellement. Le point 11, j'ai rien à dire là-dessus. Le point 12, j'aimerais juste ajouter que moi, dans le fond, j'ai ajusté mon CV pour ajouter les formations que je trouvais pertinentes là, au programme. Là, comme tu sais, j'ai rajouté ma formation sur les ITSS, mon droit de prescrire, puis j'ai aussi, là, mettons, le fait que j'avais assisté au colloque Alzheimer là, donné par le ministère. Là. Bon, pour les heures travaillées, ben dans le fond, c'est intéressant de savoir que moi, quand j'ai demandé mes heures à mon employeur, il y avait une petite ligne à la fin qui disait vous pouvez demander cette attestation-là aux 6 mois. Fait que prenez-la en compte quand vous demandez vos heures, peut-être pas trop tôt, puis pas trop tard, là, tu sais, mais vous avez un délai de 6 mois entre chaque demande pour mon employeur, mais j'imagine que ça doit être dans plusieurs milieux, ça doit être ça aussi. Donc, à prendre en compte. Moi, j'ai travaillé pour 2 employeurs que j'ai soumis mes heures. Le premier, c'était un CHSLD que j'avais déjà demandé mon attestation d'heures en partant. Puis, il me l'avait donné. Fait que ce que je veux dire, c'est juste que cette attestation-là qu'ils m'ont donnée, ça ne fitait pas exactement avec ce que l'université m'a demandé à 100%, mais somme toute, ça revient au même. Mais je me stressais parce que je me disais, ils vont-tu l'accepter? La réponse est oui, ils vont l'accepter. Là, sinon, ils vont vous communiquer avec vous là, tout le long du processus pour choisir les étudiantes. Ils vont vous poser des questions, ils vont vous envoyer des courriels ou bien vous envoyer vous appeler, ce que je veux dire. Fait que stressez pas là-dessus. Puis sinon, le document que vous pouvez vous fier pour demander vos heures qui est demandé dans l'université, c'est celui-ci. Ensuite de ça, fait que moi, j'ai dû joindre mes 2 attestations d'expérience parce que j'avais 2 employeurs. Le 1680 heures, c'est 1 an à temps complet. Puis l'autre 33 000 heures, là, 60 heures à titre d'infirmière, c'est 2 ans à temps complet dans le fond. Je vais vous mettre un peu les critères que j'ai trouvés facilement là, pour les soins aux adultes, les milieux, puis aussi pour les premières lignes, les milieux. J'aimerais parler un peu du milieu de l'urgence parce que c'est nouveau pour certaines universités, je pense, d'incorporer le milieu de l'urgence pour les soins de première ligne depuis 2019. Avant, ça n'était pas là. Puis, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est la portion triage est vraiment importante, je pense, dans votre expérience pour les personnes qui ont fait de l'urgence. Dans ma cohorte, il y a plusieurs filles qui ont fait de l'urgence depuis des années. Puis ce qu'ils ont tout en commun, c'est d'avoir fait du triage, en effet. Puis moi, je connais une personne qui s'est fait appeler par la faculté
pour se faire confirmer où est-ce qu'elle avait travaillé. Elle a-tu juste fait des soins aux patients à la civière, de la réanimation, elle a-tu fait du triage? Puis je pense que le triage a joué en compte, dans le fond, parce que je connais des personnes qui ont appliqué avec leurs heures d'urgence, qui ont été refusées, mais c'est probablement, peut-être, je ne sais pas, c'est rien d'officiel, parce qu'elles n'avaient pas fait de triage, je ne sais pas. Mais ces personnes-là qui ont été refusées, que je connais, avec leur expérience d'urgence, n'avaient pas fait de triage. Tu sais, moi, je suis pas dans la direction de la faculté, là, fait que j'ai aucune idée c'est quoi les critères officiels. Peut-être qu'il y a des filles qui ont été acceptées et qui n'ont jamais fait de triage, je ne sais pas. Je vous partage ça comme ça. C'est à noter que les heures de CPI ne comptent pas. C'est vraiment vos heures d'infirmière autorisées puis vos heures d'infirmière clinicienne qui vont compter. Bon, pour le processus, je vous conseille de vous prendre d'avance. Moi, je m'étais pris d'avance en novembre puis en décembre. Puis la date limite d'admission, c'était le 1er mars. Je voulais être sûre de ne pas avoir de problème de délai, tout ça. J'aimerais parler du test Casper. Le test Casper, c'est un test de personnalité, on va dire, un test de valeur, un test d'éthique. Tu peux pas vraiment te préparer à ça. Tu peux pas étudier, là. Tu peux pas apprendre des notions par cœur, puis tout ça. Faut vraiment que tu peux t'informer c'est quoi le test, de quoi ça a l'air, puis te déstresser à propos de ça, mais tu peux pas comme apprendre des réponses. C'est vraiment là tes valeurs à toi, dans le fond. Puis stresse pas sur le test Casper. C'est vraiment pas la pire chose dans tout ce processus-là, je te dirais. Là, dans un an, tu t'en souviendras plus du test Casper. Puis, il y a des dates spécifiques, comme genre le 17 de janvier, mettons, le 23 février, le 4 de mars. Bon, si ta demande est le 1er mars, on peut penser que le 4 de mars, c'est pas une bonne idée, mais elle est là pareil, cette date-là. Donc, elle doit servir à des gens quelque part. Moi, je te conseille de te prendre assez d'avance pour, mettons, être le 19 janvier. Moi, personnellement, je l'avais fait le 23 février, mon Casper, puis je stressais, je me disais, est-ce que mon résultat va avoir le temps de rentrer dans les dates pour l'Université Laval? Finalement, j'en ai pas entendu parler, fait que j'imagine que c'était beau. Mais sache qu'il y a des dates spécifiques, puis s'ils sont complètes, les dates, c'est-à-dire que si le 19 janvier, mettons, c'est complet, ben il te reste juste le 23 février, puis si le 23 février, il te reste juste le 4 mars. En tout cas, c'est ça. J'aimerais parler du test de français Laval-Montréal qui est exigé par l'Université de Laval quand on est admis dans un programme de deuxième cycle à l'Université Laval. Le test de français Laval-Montréal est spécifique à l'Université de Laval et de Montréal. Pour l'Université de Montréal, eux, ils la demandent au niveau du premier cycle. Okay? Fait que si tu vas faire une inscription au bac initial en sciences infirmières à l'Université de Montréal, ils vont te demander de faire le test de français Laval-Montréal. Par contre, je ne sais pas si tu t'inscris au deuxième cycle à une maîtrise à l'Université de Montréal, est-ce qu'ils vont te demander de faire le test de français Laval-Montréal? Si tu as fait ton bac ailleurs, je ne sais pas. La question se pose, puis c'est pertinent, puis je pense qu'il faut se préparer un peu à ça parce que ça risque de changer quelques plans. Dans le fond, si tu coules le test de français Laval-Montréal, qui en passant est comme un tech-fait, où ce que les enseignants doivent le passer, c'est comme les pognes de la langue française, là, les exceptions de la langue française. Si tu coules ce test-là, tu dois faire 1 à 2 cours de français pour te mettre à niveau. Les personnes qui ont dû faire un test de français ont dû en faire un. Là, je connais pas personne qui en ont fait 2. Puis il faut passer faut passer le cours de français avec la moyenne de la maîtrise. Parce qu'à la maîtrise, la moyenne de passage, la note de passage, c'est pas 60, c'est 67. Donc, il faut que tu passes ton cours de français à 67%. Puis ça va changer un peu ton programme. S'il faut que tu le fasses à temps complet, ton programme, puis tu n'as pas d'option à temps partiel, il y a quelques universités qui n'offrent pas à temps partiel, ben, ça va vraiment changer la donne parce que ta charge de travail va être énorme, là, dans le fond. Ça va être plus, là, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je vous dis d'y penser un peu plus. Ça change des choses. Moi, je connais des filles qui ont coulé le test de français Laval-Montréal et qui ont décidé de changer leur parcours de temps complet à temps partiel puisqu'ils ne se voyaient pas le faire tous les cours qui étaient demandés à la première session en plus d'un cours de français. Puis, mais je comprends ça, là, c'est super rochant, là. C'est juste ça. Fait que si tout est bon en français et tu penses que tu devrais pas te préparer à ce test-là, je te dirais de pas faire ça. Prépare-toi quand même, là, juste pour mettre toutes les choses de ton côté. Au pire, tu auras perdu du temps puis tu auras eu une excellente note au test de français Laval-Montréal, mais ça vaut pas la peine de prendre une chance de le couler puis de devoir se taper un cours de français par la suite. Donc, ces deux universités-là, c'est les seules qui sont comme à exiger un français supérieur et qui vont pas juste accepter l'épreuve uniforme du cégep. C'est pas assez. Ils font faire un test de français à Montréal.
Il existe option là, dans certaines universités, je sais que ça se fait à l'Université Laval, puis selon moi, ça se fait dans d'autres universités, là, c'est pas sorcier. C'est dans le fond de faire les cours du tronc commun de la maîtrise IPS avec d'autres maîtrises professionnelles en sciences infirmières. C'est-à-dire que moi, je fais pas 100% juste des cours sur ma spécialité de première ligne. Je fais des cours d'éthique, des cours de statistique, puis mettons des cours de sciences et savoirs infirmiers, mettons. Donc ces cours-là, je les fais avec des filles qui sont pas juste dans un programme IPS. Je l'ai fait avec des filles qui sont dans des programmes de maîtrise professionnels. Donc, tu pourrais être inscrite dans un programme de maîtrise, faire les cours du tronc commun qui sont communs justement à IPS puis à l'autre maîtrise professionnelle. Fait que comme ça, si tu décides de t'inscrire à la maîtrise IPS et au DESS, hein, parce que c'est une maîtrise et un DSS qu'on fait en même temps, il faut s'inscrire aux deux quand vous faites vos demandes. Bon, vous allez avoir fait des cours d'avance, puis ça va un peu vous alléger votre parcours si on veut. C'est sûr que vous allez devoir les faire, mais si vous pouvez les faire d'avance, puis que ça fit dans votre programme, dans votre plan, tant mieux. Moi, je connais des filles qu'il n'y avait pas à faire un cours d'éthique pendant que moi, j'avais à faire le cours d'éthique, puis c'était quand même aidant, là, somme toute. L'Université Laval a une belle page de foire aux questions sur le programme IPS, là, parce qu'il y a beaucoup de questions, je pense, qui reviennent là-dedans, puis c'est nouveau. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, fait que je vais vous mettre le lien, puis vous irez la consulter. Le lien va être aussi dans la barre de description. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous mettre dans la barre de description, justement, tous les liens des universités et des programmes IPS qu'ils offrent, puis le lien du site de l'OEQ sur sa section IPS, parce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes à aller voir si ça vous intéresse. Puis, je vais terminer en vous mettant un petit tableau là, qui fait comme un sommaire de quelques universités et de leurs critères d'admission au programme IPS. Donc, j'en ai juste 5, 6. Puis, dans le fond, on peut voir qui demande une cote Z de 3.0 et de 3.2. Là-dessus, j'aimerais vous dire que si c'est en bas de 3.0 ou de 3.2, mais que vous l'appliquez, vous pouvez. Ce qui va arriver, c'est qu'il pourrait étudier votre candidature de manière plus particulière ou vous demander de faire des cours pour vous mettre à niveau à la bonne note. Tu sais, je veux juste dire que c'est pas parce que vous êtes en bas de la note que c'est impossible. Je sais pas ce qui va arriver, mais moi, je vous dirais d'appliquer pareil si vous êtes en bas. Là, ils vont vous dire la suite ou bien ils vont vous dire que ça marchera pas. On peut voir les universités qui sont à temps complet ou à temps partiel. On peut voir que l'Université du Québec en Outaouais, à Chicoutimi et à Trois-Rivières, c'est à temps complet seulement. Ensuite de ça, le test de français Laval-Montréal, je viens d'en parler. Les programmes qui sont contingentés, on dirait qu'à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec en Outaouais ne sont pas contingentés. Quelqu'un pourrait me dire le contraire là, dans les commentaires, mais sur les pages officielles, là, ça ne dit pas que c'est contingenté, tandis que les autres universités, ça nous indique bel et bien que c'est contingenté. C'est-à-dire que la capacité d'accueil est limitée à un certain nombre d'étudiantes puis que les demandes doivent excéder le nombre de places. Ensuite de ça, la date de début du programme, dans le fond, il y a juste l'Université de Trois-Rivières qui offre de commencer en hiver. Puis, bon, je sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent dans la vie, mais ça serait bien de l'avoir à plusieurs universités. Tu sais, pourquoi attendre un an, mettons? T'sais, si tu peux commencer en hiver, ça serait bien, là, je pense. Puis on pourrait avoir des finissantes qui finissent pas toutes en juillet. Là, il pourrait avoir des finissantes qui finissent, je sais pas moi, en janvier. Là. Fait que c'est ça. Ça fait le tour de ma vidéo. C'était une longue vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Demandez-moi vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je réponds vite. Puis aussi, ça va pouvoir peut-être répondre aux questions de d'autres personnes qui se posent la même question. Donc, c'est tout.